Salut, c'est Julia Layani et vous écoutez mon podcast Conversation avant la fin du monde. Ça ressemble un peu à la fin du monde ou quoi en ce moment? Dans le doute, j'ai décidé d'inviter toutes les 2 semaines des gens que je trouve trop stylés pour leur demander ce qu'ils font sur cette planète. Et surtout comment ils le font. Parce que depuis que j'ai eu 30 ans, c'est-à-dire il y a 2 secondes, je me demande tous les jours ce que je vais faire de ma vie. Donc si toi aussi t'es en quête, pose-toi, détends-toi, écoute ce podcast, tu vas pas le regretter. Bonne écoute. Marc Lévy, je suis tellement heureuse de te recevoir. Tu m'as autorisé à te tutoyer, donc Oui. je n'en ferai aucune règle. Non. Superbe. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Distrait, assez épicurien, plutôt, je suis assez sauvage en société. Tu es écrivain. Voilà, ça aussi, plutôt assez rêveur. Optimisme par défaut, parce que le pessimisme m'a beaucoup déçu. Profondément intéressé par l'humain, la différence qui me passionne depuis que je suis enfant, et la recherche de la différence, comprendre tout ce qui était différent. Et aussi très amoureux de l'humanité, parce que je trouve qu'on n'a rien fait de mieux. C'est vrai, voilà. depuis longtemps. Et en même temps très effrayé par elle, parce qu'il y a de quoi. Très sincèrement combatif pour protéger la démocratie, parce que là aussi, je crois qu'on n'a pas fait mieux. C'est une super introduction et j'aime les optimistes parce que ce podcast s'appelle Conversation avant la fin du monde. Pourquoi? Parce que je traverse une petite crise de la trentaine, j'avoue. Et donc j'ai lancé ce podcast dans un objectif de faire un peu le bilan, peut-être avant cette fin du monde peut-être imminente ou ce début d'un nouveau monde qui est en train de naître. Et donc c'est la raison pour laquelle je t'ai invité dans ce podcast et j'en suis extrêmement ravie. Pourquoi est-ce que tu m'as vu comme fin du monde? Marc, je t'appelle Marc. Bah oui, on en est là quand même. T'as vendu 50 millions de livres. J'aimerais connaître ta propre définition de ce que c'est qu'un écrivain. Pour toi, c'est quoi un écrivain? Il ne faut surtout pas le définir. Parce que c'est un mot qui a été très sacralisé et à tort. Et puis, c'est quoi un peintre? C'est un peintre, c'est quelqu'un qui est exposé dans les musées ou c'est quelqu'un qui peint avec sincérité chez lui tu vois, et qui aime son métier? C'est quoi un musicien? C'est quelqu'un qui donne des concerts ou c'est quelqu'un qui aime son instrument et qui en joue avec amour et passion? Est-ce que c'est un métier? En tout cas, c'est un sacerdoce. Oh, j'aime bien. Je devrais écrire. Non, mais oui, je pense ça. C'est-à-dire qu'il y a un piège avec l'écriture. Si tu veux devenir musicienne demain, tu sais que tu vas devoir apprendre à jouer d'un instrument. Tu vois, tu n'es pas né en sachant jouer de la guitare. Et tu sais qu'il va falloir que tu travailles énormément ton instrument avant de devenir musicienne. L'écriture, on l'apprend à l'école. Et donc, on a tous cette illusion que c'est la même. Et c'est pas la même. Donc, je te dis que c'est un sacerdoce parce que si ça n'est pas un métier, en tout cas, ça demande beaucoup de travail, quoi qu'il en soit. Et il faut se méfier des Mozart. Parce que les Mozart nous donnent l'impression qu'ils sont habités par un génie. Et on oublie complètement que Mozart est devenu un génie parce qu'il a fait beaucoup ses gammes. Ouais. Tu vois, et qui jouait au piano 8 heures par jour. J'aime bien ça. Il faut se méfier des Mozart parce que c'est vrai que parfois on se dit qu'il y a des gens qui ont tellement de talent, qui sont avec tellement de talent que ça peut en décourager d'autres, alors qu'il y a quand même une part de travail et de chance quelque part dans le succès, dans le génie même, qui est très importante. Je crois que les gens qui ont beaucoup de talent travaillent 10 fois plus que les autres. Sinon, tu as très peu de chances de savoir qu'ils ont du talent. Ok. Le talent, quel qu'il soit, c'est le talent d'avoir beaucoup travaillé. Si j'avais voulu devenir danseur professionnel, j'aurais pu travailler tous, tu vois, mais je n'y serais pas arrivé. Ok. Ça, c'est clair. On sait pas. Non, si, je sais. Ok. Et il y a des trucs comme ça où tu sais que, bon, mais si tu as, parlons même pas de dons, si tu as une aptitude dans un domaine que tu aimes, parce que je crois que, je sais pas si on peut vraiment travailler quelque chose qu'on n'aime pas du tout, tu vois, qu'on déteste, simplement parce qu'on est doué. Non, il faut absolument pas ignorer le travail. Ce sont des heures et des heures et des heures. Une bonne journée, c'est même pas nécessairement au nombre de pages ou au fait d'avoir trouvé une bonne réplique. Je crois que c'est comme pour tout artisan, c'est te dire j'ai bossé, j'ai vraiment bossé aujourd'hui. Et j'y suis pas arrivé, je recommencerai demain. Mais j'ai bossé. Ouais. Et ça provoque, ça donne une satisfaction. Quand tu sais à la fin de ta journée que t'as pas assez bossé, Ouais, tu le sais quoi. Tu le sais, et ça c'est... Il y a un livre qui est assez touchant, qui sont les carnets d'écriture de Steinbeck. Et Steinbeck, quand il a écrit Des souris et des hommes, et quand il écrit Les raisins de la colère, il tient une correspondance avec son éditrice à Jean. Et comme à cette époque-là, il n'y a pas de mail, et que ça passe par le courrier, il écrit comme ça
un journal sur 15 jours et il lui poste tous les 15 jours. C'est magique de lire ça. Je te parle de Steinbeck, tu vois, qui est quand même un monstre sacré de la littérature. Et c'est génial de voir le pragmatisme de ses préoccupations. Tu vois, voilà, il écrit je suis très énervé aujourd'hui. Alors j'ai oublié les prénoms, mais il dit voilà. Mathilde est venue déjeuner, on a beaucoup trop bouffé, du coup je ne peux pas travailler cet après-midi, et puis je me connais, j'aurai encore faim ce soir, donc j'aurai pas envie de travailler demain. Ah ouais. C'est le travail, c'est le rapport qu'on a au travail. Et je crois même que l'exigence, elle est là-dedans. Elle est pas dans, à moi d'avoir un ego monstrueux, elle est pas tu vois, dans le fait de te dire oh là là, ce que j'ai fait aujourd'hui est génial. En fait, le vrai bonheur, c'est quand tu as été au bout de ta vie. C'est-à-dire que tu vois, quand tu t'arrêtes de travailler parce que tu n'en peux plus. Ça, c'est vraiment jouissif. Donc ce serait un peu ça. Quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune qui voudrait écrire, qui voudrait créer en réalité, qui voudrait se lancer dans la création littéraire? Ce serait quoi ton conseil? De jamais penser à la publication. Jamais. Parce que quand tu te mets à la musique, tu penses pas à ton premier concert à Playel. Et même si t'en rêves, tu vois, même si tu rêves de devenir Taylor Swift et que tu rêves de faire le Zénith, tu sais très bien que tu feras jamais un numéro aussi réglé si t'as pas travaillé comme un chien pour y arriver. Et encore une fois, l'écriture c'est un piège. Parce qu'on a appris à écrire à l'école et que, il faut absolument consacrer énormément de temps à ça. Pas le faire en dilettante. Quand je te dis consacrer énormément de temps, moi quand j'ai écrit mon premier roman, je dirigeais un cabinet d'architecture et j'étais un papa qui élevait seul son fils. Donc tu vois, le temps il était assez compté. Tous les soirs quand il s'endormait, je me mettais à ma table. Tous les soirs j'écrivais 2 heures. Aujourd'hui c'est mon métier, donc j'ai ce luxe de pouvoir écrire 8-10 heures d'affilée. Mais j'écrivais tous les soirs 2 heures. Quand les week-ends où j'avais pas mon fils, quand mes potes allaient au cinéma, moi je restais à la maison et j'écrivais. Mais tu pensais pas à la publication? C'est le jour où mon éditeur m'a appelé pour me dire que j'allais le publier. J'ai cru que c'était un copain de ma sœur et je l'ai envoyé bouler. Vraiment. Je l'ai appelé Philippe alors que c'était quand même le patron de la Fond. Je lui ai dit écoute Philippe, t'es pas drôle et je lui ai raccroché. Donc non, je pensais pas du tout. Mais t'étais, on va dire, amoureux du sujet et de ce que tu faisais. J'étais tombé amoureux de l'héroïne de mon roman. J'étais célibataire à l'époque. Et donc, comme je te disais, j'étais un papa célibataire. Et j'étais fou amoureux d'elle. Avec une envie, c'était de la retrouver. Et pourtant, c'était moche, parce que dans le livre, elle est complètement amoureuse d'un autre mec que moi. Mais tu comprends ce que je veux dire. J'étais fou de bonheur de les retrouver. Okay. Et puis, voilà, moi j'avais perdu ma grand-mère, et qui a énormément compté dans ma vie, et je m'étais débrouillé pour qu'elle soit dans le roman, enfin, pas elle directement, mais il y a un personnage du roman qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et qui parle comme elle. Et donc, je retrouvais ma grand-mère, tu vois... Ouais. Toutes les 3 scènes, je retrouvais ma grand-mère. Et puis j'avais vécu plus jeune à San Francisco et j'y avais laissé une partie de mon cœur là-bas et l'histoire se passait à San Francisco. Donc je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Au lieu d'aller au cinéma et finalement de voir un monde imaginaire qui m'est imposé par le film que j'ai choisi, je faisais ce que fait ma fille. C'est-à-dire que je rentrais dans mon bureau et j'entrais moi-même dans mon monde imaginaire. Et c'est pour ça, et j'ai passé des heures parce que j'étais super heureux. Après, comment te dire, je me suis aperçu, parce qu'il faut être assez lucide, si tu te mets au piano, tu te mets un peu à composer comme ça, tu vois, parce que ça y est, d'abord tu as travaillé le piano, et puis au bout d'un moment, tu arrives à faire des petits trucs avec tes doigts, donc tu vas sortir, si tu es un peu créatif, tu sors de la partition et tu te mets à composer. Mais si tu fais une fausse note, tu t'en rends compte, tu vois, et même si tu n'es pas musicien professionnel, et puis si tu écris un truc qui est un peu lourdingue et qui est répétitif, tu t'en rends compte. C'est pour ça que je te disais qu'il faut beaucoup travailler, parce que si tu y consacres du temps, si tu écris, que tu réécris, que tu réécris, que tu réécris, tu finis par y voir un peu plus clair. Ouais. Et l'autre conseil que je donnerais, mais ce n'est pas des conseils, parce que c'est pas la peine de se faire plus vieux encore. Même si ça ressemble à de la souffrance, il faut que ce soit du plaisir. Okay. Ou en tout cas, il faut que ça soit du désir. S'il n'y a pas de désir, tu n'arriveras pas au bout du chemin. Je me suis toujours demandé ce qui pousse un mec à tu vois, enfin, comment dire, escalader une montagne. Il a les mains défoncées, il a les lèvres toutes bleues, enfin, il arrive, il est défiguré, il est brûlé. Voilà. Tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi. Mais tu vois bien qu'il y a un désir, quoi. Il y a quelque chose en lui qui lui donne cette passion et qui fait que parler de la souffrance, t'imagines la souffrance de l'alpiniste, mais tu fais pas ça si t'as pas un désir. Tu vois, c'est pour ça que je te disais aussi, ne pensez pas à la publication, parce que c'est un mauvais désir. Si tu as envie de chanter, tu n'as pas envie de chanter parce que tu as envie de devenir célèbre, c'est débile. Tu as envie de chanter parce que tu as besoin de chanter. Je te dis des trucs et je ne sais pas du tout si ça a un sens. Mais non, mais tout a un sens, bien sûr. Mais moi, j'adore. Moi, je passe un moment exceptionnel. Voilà, je vous le dis. J'aime beaucoup.
Et alors moi, du coup, j'aime m'entourer de mentors. Donc si tu as envie d'être un de mes nouveaux mentors, ce serait super bien. Enfin, ce serait super cool. Bon, j'ai une obsession un peu d'ambition dans ma vie, etc. Et j'aime bien m'inspirer de personnes que je peux admirer. Donc c'est vrai que je t'admire à certains égards, notamment de par ta carrière, ton parcours, etc. Tu es l'homme aux 50 millions de livres vendus français. J'aimerais comprendre ce qui se passe dans le processus de création qui t'appartient, qui est le tien. Quand t'écris, comment ça se passe exactement? Combien de temps ça dure? À quoi ressemble ta journée type d'écriture? Le processus de l'écriture, c'est plein de choses qui se télescopent. Il y a le travail sur l'histoire, il y a le travail sur les personnages et il y a la musique. Les trois apparaissent ensemble. Et les trois, alors je parle que pour moi, parce que je ne sais pas comment c'est chez les autres, c'est très difficile à décrire parce que c'est très spontané. Enfin, c'est aussi difficile de te répondre concrètement à cette question que si on te pose la question, mais pourquoi tu tombes amoureux? Tu ne sais pas pourquoi tu tombes amoureux. Tu sais que tu en as envie, ou pas du tout envie, mais quand ça t'arrive, tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Pourquoi est-ce que quand tu arrives dans une pièce où il y a 2, 3, 10, 15, 100 personnes, tout à coup, tu en vois une, et il se passe quelque chose. Ah, j'aime bien ça. Ça me parle. Et en fait, la naissance d'un livre, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose, à un moment, qui fait que tu tombes amoureux du sujet, de l'envie de raconter cette histoire-là en particulier, ou parfois d'un des personnages. Ça, c'est, comment te dire, c'est le carburant. Ouais. À partir du moment où cette étincelle arrive, il y a un deuxième chemin d'écriture qui est assez comparable à ce qui t'arrive quand tu tombes amoureux. C'est que tu as très très envie de rencontrer la personne dont tu es tombé amoureux. Ah ouais. Et tu veux tout savoir et tu veux tout creuser. Pas nécessairement, parce que tomber amoureux, c'est pas entrer en inquisition. Tomber amoureux, c'est se trouver dans une espèce de nirvana, simplement parce que tu es à côté de la personne dont tu es amoureux. Le vrai amoureux est assez béat. Tu vois, il peut regarder l'autre se laver les dents pendant 10 minutes et trouver que c'est magnifique. Dites-moi que ça ne vous est jamais arrivé. Je suis en plein dedans. Alors que, paradoxalement, 3 ou 4 ans après, tu peux ne plus supporter le bruit de la brosse à dents. Ça, c'est parce que j'essaye de respecter un peu ta charte de c'est la fin du monde. Ouais, ok, merci. Et donc, quand je te dis tu as envie de rencontrer l'autre, c'est qu'en fait, tu as envie de le connaître ou de la connaître. Tu as envie de le découvrir. Je ne vais pas dire le là à chaque fois. Vous avez compris le principe, ça marche dans les leçons. Merci. Et surtout, tu as envie d'avoir ces moments privilégiés où tu peux juste être à côté, l'observer, la fréquenter. Tu vois. Et ça, déjà, c'est magnifique. Et ce chemin d'écriture, c'est celui qui me rapproche des personnages. Parce que c'est aussi vrai parfois en amitié. Bah ouais, carrément. Il y a des gens qui croisent notre chemin dans la vie et tu as vraiment envie de les connaître. Tu as envie de passer des moments avec eux. Tu as même des gens dans la vie où la vie ne te permet pas de les connaître, mais à chaque fois que tu les retrouves, tu te sens en terre amie. Ça ne veut pas dire que vous êtes des amis, mais tu te sens en terre amie. Et parfois, d'ailleurs, sans avoir besoin d'échanger beaucoup de mots, tu sens auprès de telle et telle personne qu'il y a une forme de communion, il y a une façon de voir la vie, une façon de voir les choses. Il y a une confidence et une complicité qui s'installe et qui peut, elle aussi, s'inscrire dans la pudeur. Si j'utilise tous ces qualificatifs, c'est parce que chacun d'eux correspond à la façon dont je vais fabriquer un personnage. Il y a des personnages dont je vais être tellement près que je vais rentrer dans leur peau. Ah ouais. Et il y a d'autres personnages que j'aime aussi passionnément parce qu'ils m'impressionnent trop ou parce que l'histoire ne me permet pas, comment te dire, de les rencontrer d'une autre façon. Et donc, je vais les aimer avec un peu plus de distance. Tu vois, dans la Symphonie des monstres, le chirurgien, je suis très attaché à lui. On a pas mal de points en commun. Si je l'avais rencontré dans la vraie vie, j'aurais adoré dîner avec lui. Et donc, quand je crée son personnage, parce que je ne vais pas me marier avec lui, que je ne vais pas faire ma vie avec lui, mais parce que je me suis vraiment attaché avec lui, je vais dîner avec lui. Et c'est ce dîner imaginaire, ou ces dîners imaginaires, les quelques confidences, tu vois, que je vais réussir à obtenir de lui, les quelques points de vue, les quelques regards qu'il a sur la vie, ses failles, ses doutes qu'il a habillés de certitude. En l'écoutant, tu finis par apprendre que ce sont des doutes. Et donc, j'arrive à la troisième partie de ta question. C'est quoi une journée de travail ? Si tu veux, c'est à la fois écrire et entretenir connaissance des personnages qui font avancer l'histoire. Parce que sinon, si tu veux, l'histoire que tu écris c'est qu'une mécanique. Ouais. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je connais la fin du livre avant de l'écrire ? Et en fait, si je la connais, j'ai plus envie de l'écrire. Donc, t'écris sans connaître la fin. Ouais. Excellent. Quand j'ai écrit L'étrange voyage de Monsieur Daldry, je me marre parce que je me souviens toujours, il y a une lectrice qui un jour est venue à un salon du livre et qui m'a dit « Ah, vous savez, moi j'avais trouvé 50 pages avant la fin. » Ouais. Et je lui dis « Bah, pas moi. »
Et c'est vrai, c'est-à-dire que moi, 50 pages avant la fin, je ne savais pas. Et c'est là que c'est magique, c'est quand tout à coup, à 15 pages ou à 10 pages de la fin, boum, tu trouves, parce qu'en fait, l'histoire s'est écrite au moment où tu la penses, quoi. Ça a du sens ce que je dis ou ça De toute façon, c'est ta manière d'écrire, donc évidemment que ça a du sens, mais j'allais te demander justement, quand est-ce que tu sais que c'est fini? Quand est-ce que tu sais que le livre est terminé, quoi? Je ne saurais pas te le décrire, mais tu le sais. Ok. T'as une sensation. Moi, il m'est arrivé qu'un livre se termine 3 semaines avant le moment où je pensais que j'allais le terminer. Je pensais que j'avais encore 30 ou 40 pages à écrire. Et à un moment, tu écris une phrase et tu te dis, merde, c'est fini. Oh, ah ouais. Et là, tu ressens quoi à ce moment-là? Enfin, j'imagine qu'à chaque livre, tu ressens une émotion différente. C'est plein de trucs contradictoires. Il y a le yes, c'est fini. La journée, c'est 8 à 9 heures tout seul, tu vois, devant une feuille de papier. Ouais. Et même si tu parles avec des personnages, ton café, tu le bois quand même tout seul. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a une certaine jouissance à avoir réussi à sortir, tu vois, tout ce magma de ta tête. T'es assez libéré parce qu'au début, tout le roman est dans la tête, est dans ta tête au moment où tu commences à l'écrire. Okay. C'est comme une grosse pelote de fil, tu vois, il va falloir la démêler, et tirer les ficelles, donc tu vois pas la fin. Mais je pense quand même que, je crois que toute l'essence du roman, elle est là. Et est-ce que tu fais partie de ces artistes, ces écrivains dont le processus d'écriture est un peu une souffrance, est très difficile, est un moment dur, quoi? C'est une question très délicate parce que tout à l'heure je te disais l'écriture elle est thérapeutique. Tu as beaucoup d'auteurs pour lesquels la réalité de cette souffrance elle s'inscrit dans le fait de revivre quelque chose et de le faire sortir de soi. Donc si tu veux, une femme qui écrit un roman sur son viol ou qui écrit un roman parce qu'elle a été maltraitée, un auteur qui raconte l'histoire d'un enfant battu alors qu'il a été battu, c'est évidemment une souffrance. Et donc, il faut distinguer la souffrance de la charge émotionnelle que l'on met dans son roman avec celle du métier. Ouais. La souffrance du métier, je ne crois pas qu'elle soit plus douloureuse que pour d'autres métiers. Je crois que quand tu travailles tout seul, que tu sois peintre, sculpteur, enfin encore une fois, quand tu es artisan, il y a un rapport jouissance-souffrance, tu vois, c'est-à-dire que si ton travail n'est pas difficile, tu t'ennuies, parce que finalement il n'y a pas de challenge, tu vois, il n'y a même pas de projection du bonheur que tu auras à l'avoir réalisé. Ce que je te dis, c'est vrai en cuisine, quoi. Bien sûr. Tu fais un truc un peu compliqué, tu prends un plaisir, si c'est bon, tu prends un plaisir. Et en même temps, pendant que tu l'as fait, tu t'es brûlé, tu t'es coupé. Mais il faut distinguer vraiment ces deux souffrances. Ce qui fait souffrir dans l'écriture, c'est que comme il n'y a pas de matière du tout, tu peux passer 3 heures à écrire une phrase en sachant que c'est pas la bonne. Ah ouais. La bonne combinaison de mots. Ah, t'as l'obsession de la phrase... Oui, parce que on va pas faire un atelier d'écriture maintenant, mais la musique est très importante. Et à chaque fois, la musique est différente. Et elle est différente pour chaque personnage, elle est différente pour chaque scène. L'usage des temps joue un rôle très important dans le rythme d'une histoire. Une histoire que tu écris au présent ne s'écrit pas du tout de la même façon qu'une histoire que tu écris au passé simple ou à l'imparfait. Une histoire que tu écris à la première personne ne s'écrit pas du tout de la même façon qu'une histoire que tu écris à la 3e personne. Et souvent, quand on écrit, on a une phrase, et puis il y a les contraintes dans laquelle viennent s'inscrire les contraintes de la langue, où tu vas éviter les répétitions et où surtout tu vas éviter des fautes qui sont très pratiques. Par exemple, le dernier sujet d'une phrase est celui qui prime sur les précédents. Donc si je te dis Jonas, qui était le frère de François, qui s'est cassé la jambe, la phrase est mal construite parce que c'est François ou c'est Jonas qui s'est cassé la jambe. Ouais, bien sûr. Donc tu dis non, il faut pas que ça. Jonas, qui avait un frère, s'est cassé la jambe. Ah non, parce que là, si on lit vite, on lit toujours que c'est le frère. Enfin, je caricature. Donc tu te retrouves avec quand tu écris une page, tu relis la page et tu sais que c'est là, mais ça n'est pas comme tu voudrais que ce le soit. Et ça, c'est assez, ça peut devenir obsession. Et alors, voilà, il y a des journées où on écrit 3 pages et ça coule et c'est jouissif. Et le lendemain, tu les relis et tu dis que c'est affreux. Ouais. Et puis, il y a d'autres journées où tu passes une journée sur une demi-page et tu n'arrives pas à trouver ta phrase et tu te couches de très mauvaise humeur à cause de ça. Et le lendemain, tu arrives à ton bureau et elle sort en 2 secondes. Ouais. Ça, c'est le côté les mains dans le cambouis. Alors ça, souffrance est un grand mot, mais dans l'écriture, hors du champ des émotions et du vécu, il y a des moments de souffrance parce qu'il n'y a pas d'image, en fait. Il n'y a pas une patte que tu modèles, il y a pas... ça vient de là, donc c'est un peu compliqué. Et une bonne journée, quand elle est, on va dire, réussie, tu as écrit combien de pages ? Ah, c'est pas à la page.
Ouais. Une bonne journée, c'est quand tu as écrit soit une bonne scène, soit quand un personnage t'a surpris. C'est comme dans la vie, quoi. Tu passes un moment, tu peux passer 4 heures avec ta meilleure amie ou la femme que t'aimes, et puis finalement, bon. Et puis tu peux passer un quart d'heure et il se passe un truc pendant ce quart d'heure qui est juste, qui est magique. Donc, à la différence que c'est toi qui crée la scène, oui, ça sort de ta tête. C'est très schizophrénique dans le cadre d'écriture. Quand ma fille est dans mon bureau pendant que j'écris et qu'elle joue avec ses jouets, et elle est là, tu vois, elle a tous ses petits jouets, elle a une petite maison, et ça parle, et ça se dispute, et ça fait des tas de trucs. Et on fait exactement le même métier. Ce à quoi je veille quand je la regarde faire ça, c'est à m'amuser autant qu'elle. Et quand je dis m'amuser, c'est dans toutes les couleurs des émotions, parce qu'il y a des moments où, dans le château, ça se passe très mal pour elle, tu vois. Ah bah oui. Tu vois, il y a des trucs dramatiques. Elle qui a cassé un bras, enfin... C'est pour ça que je te parlais de l'enfance tout à l'heure. C'était pas du tout pour faire une figure de style. Bien sûr. C'est parce que ça relève de la même chose. Je me souviens, j'avais emmené mon fils aîné il y a des années, je l'emmenais voir le spectacle de Guignol. C'était une leçon d'écriture formidable parce que tu as tous les parents qui sont avec les enfants, tu vois, dans le théâtre de Guignol. Et au moment où il y a le gendarme avec le bâton derrière, tu vois les parents qui crient « Guignol, attention !» Et tu te dis quand même, ils savent qu'il y a un mec derrière avec des mains, normalement, tu vois. Et c'est là encore une fois la part d'enfance, c'est que tu le sais, et tant que tu vois pas les mains du marionnettiste, tu y crois. Et ça, c'est une poésie qui est absolument magique, parce que ça ne se, comment te dire, cette foi en l'histoire, elle ne naît pas d'une somme d'argent colossale que tu as mis en effets spéciaux, parce que nous, on n'en a pas dans l'écriture. Si tu écris une scène dans l'espace, alors tu diras, d'un côté, on a cette chance qu'ils sont illimités. Parce que moi, si dans mon bouquin, j'écris qu'il y a 400 chevaux qui descendent les Champs-Élysées, ça ne coûte pas d'argent. Bah ouais. Alors qu'au cinéma, tu auras 3 bicyclettes qui vont descendre les Champs-Élysées. Et encore. Ou alors un grand producteur. Un dimanche. Ouais. Et puis ça ne sera pas les Champs-Élysées parce que c'est trop cher. Donc, mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette magie de l'enfance qui fait qu'il t'y croit, quoi. Moi, j'ai là, juste avant de prendre l'avion... j'ai écrit une scène du roman là que je suis en train d'écrire. Et il y a une conversation entre elle et lui. Et je me suis vraiment marré, quoi. Ouais. Et je dis pas, alors il n'y a aucune prétention. Je me suis marré, mais j'étais pas en contrôle. C'est eux qui se parlent. J'avais vraiment envie, j'avais envie d'être avec eux. J'avais peur qu'ils se retournent un moment et qu'ils me disent, ça te dérange pas quand... Bon, on est là aussi pour parler forcément de la symphonie des monstres, sur ce sujet absolument atroce et catastrophique qu'est la déportation d'enfants ukrainiens. Et d'ailleurs, j'ai adoré ce livre, je tiens à te le dire, ça m'a beaucoup touchée. J'ai appris un sujet, je te remercie d'avoir mis ce sujet en lumière. C'est vrai qu'avant d'être tombée sur le début de la promo de ton livre, j'avais jamais entendu parler de ce phénomène affreux. Donc si je résume à peu près ce sujet très actuel qui est extrêmement tragique. En ce qui concerne la guerre Russie-Ukraine, il y a une déportation d'enfants ukrainiens par les Russes. D'abord, il y a eu un premier temps où les familles ukrainiennes envoyaient leurs enfants en colonies de vacances en Crimée, et les enfants ne revenaient pas. En fait, ils envoient leurs enfants dans des colonies de vacances qui sont ukrainiennes, russes et... Ils les envoient là parce que, comme la Crimée est déjà occupée, ils les supposent plus en sécurité. Ouais. Enfin, la guerre de Crimée, elle a déjà eu lieu. La Crimée, elle est de facto occupée. Et donc, il y a des colonies de vacances en Crimée, parce que la Crimée est une région très côtière, et ils sont loin des combats. Mais au moment de revenir de colonies de vacances, les Russes vont garder les enfants. C'est ça. Et dans le livre, on peut appeler cette deuxième phase, c'est-à-dire que c'est carrément des rafles dans les écoles que les Russes pratiquent dans les écoles ukrainiennes et raflent des enfants. Dans les écoles, dans les rues, dans les pouponnières aussi, même dans les hôpitaux, ils vont voler les enfants, les bébés, les adolescents. C'est un kidnapping de masse. Ils en ont kidnappé 30 000. C'est ça. Et ils les rapatrient en Russie. En 3 jours, ils ont la nationalité russe, ce qui va rendre très compliqué le fait de les récupérer. Ils les mettent dans des écoles. Le programme scolaire a été refait, où d'ailleurs l'Ukraine n'existe pas dans ces programmes scolaires. Et ils les russifient. Ils leur font croire que leurs parents ne veulent plus d'eux. Leurs parents les ont abandonnés. Ils leur font croire aussi que leur pays ne veut plus d'eux. Et ceux qui ont 16-17 ans sont placés dans des écoles militaires où on leur met un écusson de la Russie sur leur uniforme.
et où on les forme pour qu'ils fassent de la chair à canon en allant tirer contre leur propre pays. D'ailleurs, il y a eu le cas, il y a quelques mois, cet Ukrainien de 18 ans qui a immédiatement déserté, parce qu'il n'était pas question pour lui d'aller tirer sur les siens, et qui a réussi à s'échapper et à retrouver sa famille qui était réfugiée en France et qui est arrivée en France il y a quelques mois, et qui raconte ça dans un documentaire, et son témoignage est assez sidérant, quoi. Comment tu as été sensibilisé à ce sujet-là? Comment t'en as entendu parler? La Symphonie des monstres, elle s'inscrit dans un cycle de livres, dont c'est d'ailleurs le 4e, même si c'est un roman complètement indépendant, que j'ai commencé il y a quelques années avec la trilogie des 9. Et la trilogie des 9, c'est 3 romans et 3 histoires qui racontent l'histoire de 9 Robins des Bois des temps modernes, qui sont des gens qui appartiennent à la vie civile. Il y en a un qui a un petit restaurant à Madrid, il y en a une qui est professeure à la fac, il y en a une autre qui est journaliste, enfin, etc., etc. Et ces 9 personnes, hommes et femmes, qui sont assez jeunes, ont tous une particularité, c'est que ce sont des hackers de très très haut niveau. Cette équipe a décidé de se servir de ce talent particulier pour le bien et non pas pour le mal. Et donc dans la trilogie des 9, je racontais déjà beaucoup de choses qu'on ne raconte pas dans les journaux, ou qu'on raconte assez peu. Et donc les 3 romans, qui sont 3 thrillers, racontent ces enquêtes et en fait ces revanches et ces dénonciations que font les 9. Dans la bande des 9, il y a une journaliste assez pointue qui s'appelle Janice, qui m'a été inspirée par une vraie grande reporter qui s'appelle Carole Cadwallar, qui est une reporter anglaise du Guardian, qui, pour avoir dénoncé les agissements d'un milliardaire anglais enrichi par la Russie et qui a investi beaucoup d'argent dans la désinformation pendant la période du Brexit, et qui donc travaillait de facto pour les Russes. Et elle a dénoncé ces agissements, et elle en a payé le prix très très cher. Et tout ça pour te dire que pour écrire ces 3 romans, où tout ce que je raconte est vrai, tu le lis, Bien sûr. Tu penses vraiment que c'est de la fiction, et en fait tous les scandales racontés dans dans ces 3 romans, et toutes les enquêtes menées par les 9 et tous les risques qu'ils prennent sont vrais. Et d'ailleurs les 9 existent vraiment. Ces romans, pour les écrire, j'ai moi-même mené plusieurs enquêtes pendant des mois. Quand tu fais ce genre de travail et que tu le fais de façon responsable, on se crée des réseaux de gens qui travaillent sur les mêmes sujets, sur les mêmes thématiques, qui sont intéressés par le devenir des démocraties. Et donc c'est comme ça qu'assez tôt, l'information m'est parvenue en me disant: tiens, regarde, c'est un sujet dont personne ne parle et qui pourrait t'intéresser. Donc là, tu évolues dans ce genre de cercle avec ce genre d'informations. Et comment tu mènes cette enquête? Comment tu te mets à récolter toutes ces informations jusqu'à se mettre dans la peau de plusieurs personnages dans ton livre? C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'en n'étant évidemment pas sur place, en n'ayant pas vécu cette histoire, tu arrives à te mettre dans la peau de plusieurs personnages et plusieurs points de vue, où nous raconte un quotidien horrible, quoi. C'est presque une question d'atelier d'écriture, la question que tu me poses. Pour écrire, il faut s'intéresser passionnément et amoureusement à son sujet. Tu as les écrivains qui sont leur propre sujet. Et puis tu as les autres écrivains dont le sujet c'est les autres et qui ne s'intéressent qu'aux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont jamais présents dans leur roman, mais ils ne sont pas le personnage principal. Si tu prends par exemple Paul Auster et Philip Roth, 2 extraordinaires portraitistes américains. Très souvent, le personnage principal de Roth, c'est lui. Alors que Paul Auster, ça lui est arrivé, mais en général, il peint à l'extérieur de la fenêtre de sa maison, et il peint pas, tu vois, depuis l'intérieur. Okay. Moi, j'appartiens à la catégorie des écrivains qui n'écrivent. Moi, j'écris pas sur moi, j'écris sur les autres. Pour faire ça, il faut, contrairement à ce que je suis en train de faire devant ton micro, il faut en fait se taire beaucoup et écouter énormément. Et il faut pas se montrer, et il faut regarder beaucoup. Et c'est ce qui fait que, même si tu es un homme, tu peux rentrer dans la peau d'une femme et donner vie dans un roman à un personnage féminin, et une femme se reconnaîtra dans ce personnage. Et c'est en faisant ça que tu peux écrire, créer des personnages qui sont très différents de toi, qui sont de cultures différentes, qui ont des vécus différents. Et pourquoi ? Parce que, tout à l'heure je te parlais de l'humain en général, ce qui est assez fou, c'est qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on ne l'imagine, mais beaucoup, beaucoup plus. Une mère de famille dont le petit garçon de 9 ans a été kidnappé, qu'elle soit ukrainienne, française, italienne ou même russe, c'est la même. Les souffrances d'une population civile en temps de guerre, quels que soient les siècles, c'est les mêmes. Alors qu'est-ce qu'on dit aux défenseurs de l'appropriation culturelle ? Qu'est-ce qu'on doit leur dire à ceux qui disent on n'a pas le droit de se mettre dans la peau de personnes qu'on n'est pas ? Ce sont des censeurs. Okay.
le milieu de l'édition américaine a commis une tragédie culturelle quand ils ont cédé à ça et qu'ils ont embauché, qui s'est appelé aux États-Unis des sensitivity readers. Et les sensitivity readers, ce sont des censeurs. Ce sont des gens à qui tu donnes tout à coup un pouvoir qu'ils ne devraient absolument pas avoir. Et qui vont te dire « Ah non, ça me choque ». Et la vraie réponse de l'écrivain, c'est de dire « Merci, parce que c'est mon métier de te choquer ». La littérature, elle n'est pas faite pour nous brosser dans le sens du poil. J'ai eu dans mes romans toujours des femmes plus fortes que les hommes. J'ai eu beaucoup de personnages homosexuels. Je ne suis pas une femme et je suis hétérosexuel. Et donc, si, par exemple, cette différence-là me passionne et que je la regarde avec amour et que j'ai envie de la faire exister, il y aurait un sensitivity reader qui me dira « Mais non, mais tant que tu n'as pas le droit ». J'ai écrit un roman, il y a quelques années de cela, dont l'héroïne principale est une femme qui a perdu ses jambes dans l'attentat de Boston et qui donc vit en fauteuil roulant. J'aurais pas dû parce que je suis pas dans un fauteuil roulant. Ah non, mais là, tu prêches une convaincue. Mais... Donc, si tu veux, ceux qui disent... Moi, ça me dérange énormément parce que ce sont à la fois des censeurs, des égoïstes formidables, parce qu'en fait, c'est eux qui veulent s'approprier entièrement une culture. Et surtout, s'ils sont sincères, ils sont complètement imbéciles, parce qu'ils réduisent le champ de la connaissance des autres et donc la diffusion de leur culture. Je ne te parle même pas de la tragique disparition de l'autodérision et de l'humour, qui fait que je ne sais même pas si aujourd'hui on pourrait faire un film comme Tootsie. Tu vois, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui un studio aurait le courage de produire Tootsie. De peur de... Et c'est toujours une toute petite minorité. Et je pense que ça a un effet assez pervers. Ce qu'il peut nous arriver de mieux pour éviter les guerres et la haine, c'est que nous nous connaissions. C'est beaucoup plus facile de tirer sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'avais écrit, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un texte pour le recueil qui s'appelle 13 à table, qui est un bouquin qui paraît chaque année, où il y a une quinzaine d'auteurs qui écrivent des nouvelles et les ventes du livre vont au restaurant du cœur. Je crois qu'un livre acheté, c'est 4 repas, enfin un truc comme ça. Et j'ai écrit un texte justement là-dessus où ce sont deux hommes qui sont dans l'antichambre après la vie et qui comprennent qu'ils sont là l'un et l'autre parce qu'ils se sont tirés dessus. Il y en a un des deux qui dit à l'autre, parce que c'est une longue conversation entre eux, il y en a un d'autre qui dit à l'autre, tu ne prononces jamais mon prénom. Et il lui dit, tu vois, c'est important de s'appeler par un prénom parce que c'est déjà se connaître un peu et c'est beaucoup plus difficile de tuer quelqu'un qu'on connaît. Et tous les partis extrémistes, toutes les dictatures ont pour terreau le repli sur soi, la peur que suscite la différence et finalement la détestation de l'autre. Donc je crois que ceux qui aiment la paix, la démocratie, il faut faire exactement le contraire de ça. Il faut au contraire dire mais appropriez-vous ma culture. Ce qui n'empêche pas de demander à celui qui le fait qu'il fasse son travail avec sincérité et avec... Bien sûr qu'il y a des caricatures qui peuvent être choquantes. On n'est quand même pas idiot. On sait très bien en lisant ou en voyant un film si ce qui nous a choqué a été, comment tu dire... volontaire ou... Oui, ou même parce que tu peux choquer volontairement et ça peut être bénéfique, tu vois, d'être choqué parce que la critique, elle est souvent constructive. Mais tu peux voir si ça a été fait avec malignité ou pas. Si ça a été fait dans le but, tu vois, d'insulter et de dénigrer. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui parlent d'eux-mêmes et ceux qui parlent des autres. Toi, tu te définis un peu comme appartenant à la deuxième catégorie. Mais... Non, il y a plein de sortes. Mais si tu veux, dans l'écriture, il y a beaucoup d'écrivains qui vont aller chercher l'émotion, le carburant, la fracture dans leur propre vécu et parfois dans celui de leur famille. Et d'autres sont trop pudiques peut-être pour faire ça. Ils vont aller chercher ces vécus, ces fractures, ces différences, ces histoires dans la vie des autres et pas dans la leur. Et il n'y a pas du tout dans mon propos, il n'y a pas un genre qui est mieux qu'un autre. Évidemment. Pour ça d'ailleurs je te parlais d'atelier d'écriture. Ce sont deux approches très différentes. Tu vois, et je prenais l'image du peintre, c'est le peintre qui peint le paysage depuis son intérieur et tu vois un bout de son intérieur et le peintre, lui, il est sorti, il est dans le champ. Et toi, tu filmes un peu plus, Moi, je suis un peintre de l'extérieur. Un peu plus exactement ce qu'il y a à l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu mets de toi dans tes livres, dans tes écrits? Mais j'ai pas du tout envie de le dire. Ok. Bien sûr. C'est surtout là pour être vrai. Il n'y a pas de problème. Non, mais quand je dis j'ai surtout pas envie de le dire, on va repartir en réflexion sur le pourquoi de l'écriture. Je crois, parce que j'ai aucune certitude sur l'écriture, mais je crois qu'elle est néanmoins, elle est assez thérapeutique.
Elle est thérapeutique parce qu'elle l'est au même titre que chanter sous la douche est thérapeutique. Tu vois. Quand tu es ancré dans une certaine solitude, par exemple, le simple fait de chanter à haute voix, tu entends une voix, la tienne, mais tu entends une voix. Et donc tu te souviens que tu es en vie. Et les gens qui vivent très seuls, très souvent, se parlent à eux-mêmes. Et ça Je fais partie de ces gens-là. Voilà, c'est très naturel et c'est très humain. Donc l'écriture, elle est thérapeutique, comme la peinture est thérapeutique. Pourquoi est-ce qu'on peint? Pourquoi est-ce qu'on joue de la musique? Pourquoi est-ce qu'on chante? Pourquoi est-ce qu'on danse? Enfin bref. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, d'exprimer quelque chose et on n'arrive pas à l'exprimer directement avec des mots. T'écris une chanson d'amour, tu pourrais dire tout de suite « Thérèse, je t'aime » et puis ça va, tu vois, c'est fait. Bien sûr. Tu vois, c'est une impudeur terrible pour celui qui n'arrive pas à le dire, et donc il va écrire une chanson d'amour ou un poème, ou il va faire un tableau, ou il va faire une photo, ou il va... bon. Et à chaque fois, c'est une question d'amour. Je vais encore faire une référence à Lisa Azuelos dans ce podcast. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je la cite parce que c'est un peu un de mes mentors dans la vie. Et elle dit que les films, c'est proposer de l'amour aux gens, quoi. C'est vraiment oui, bien ça. sûr. Elle parle de ça, tout à fait. Elle a raison, et puis ça se sent beaucoup dans son cinéma, mais ça se sent dans sa façon de parler. Mais elle fait partie de ces personnes. Il y a à la fois une exubérance dans ses films, et il y a une très grande pudeur chez elle. Et donc c'est son moyen à elle, tu vois, de faire du cinéma. Mais l'amour, c'est un point central, je trouve, dans la création. On crée toujours dans le but de recevoir, donner. En tout cas, l'amour est hyper central, quoi. Oui, même parfois d'ailleurs de se le donner à soi-même. Enfin, il y a un long chemin que l'on parcourt depuis l'enfance. Je crois que l'enfant qu'on a été ne nous quitte jamais. Et même si on essaye de le chasser parce que la vie veut qu'on se prenne au sérieux ou qu'on fasse les choses sérieusement, dans la solitude du miroir, il est là, l'enfant. Tu vois, il est toujours là. Avec toutes les promesses, tu vois, qu'on s'est faites à ce moment-là. Et est-ce qu'on ne regarde pas un peu toute notre vie, cet enfant qu'on a été, en grandissant, devenant adulte, on essaye d'en prendre soin, parfois on le délaisse un peu, mais en tout cas on le regarde, quoi. J'ai un peu cette impression-là, moi. Moi, je le regarde pas parce que je suis pas arrivé à ce degré de folie. Mais là, tu m'as dit qu'on se tutoyait. Bien sûr. Mais je le regarde pas, mais je sais qu'il y a une part de l'enfance qui reste là, qui elle ne vieillit pas. Et notamment les rêves de l'enfance, tu vois, l'imaginaire, l'envie de considérer que tout est possible. Et surtout de ne pas céder à la fatalité et de ne pas reproduire les erreurs des générations passées à chaque fois qu'elles ont baissé les bras et que la génération d'après les a relevées à leur place et qu'il y a eu un progrès social, humain ou émotionnel. C'est très vrai, je crois, dans la recherche de l'émotion. Je sais que le thème du podcast, c'est la fin du monde. Je trouve que la façon dont on arrive aujourd'hui à se libérer de nos émotions, encore une fois en démocratie, elle est beaucoup plus libre qu'elle ne l'était avant. Tu vois, par les droits sociaux qui avancent. Je relisais il n'y a pas longtemps Le Chant des Plaines, qui est un magnifique roman de Kent Aruf. Et lui aussi, c'est un portraitiste de l'humain qui est absolument magnifique. Il a une galerie de personnages. Moi, à chaque fois que je relis un de ses bouquins, je suis tellement impressionné, bluffé. Et ce qui est fou, c'est que ces personnages sont durs, bourrés d'amour. Finalement, ils vivent les mêmes souffrances que nous. Ils ont les mêmes désespoirs, les mêmes espoirs, la même dérision. Ils vivent dans un monde qui est tellement dur. Tu vois, où il y a ces postures, la posture du mâle, enfin la posture de l'homme, la posture de la femme, la posture de l'enfant, chacun est dans ses bottes, la société est divisée par classe, elle est divisée. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur une touche positive, encore une fois, et optimiste, je trouve que les émotions ont trouvé beaucoup de vocabulaire pour s'exprimer. Et un vocabulaire qu'elle n'avait pas il y a encore une quarantaine d'années. Et c'est vrai d'ailleurs, je le constate, même dans la rue. Par exemple, aujourd'hui, dans une ville comme New York. Mais c'était encore vrai à Moscou il y a 10 ans. Donc ça peut changer, quoi. Ça ne l'est plus du tout. Tu pouvais t'habiller comme tu le voulais, tu pouvais avoir les cheveux de la couleur que tu voulais et tout le monde s'en foutait. Alors que moi, dans mon enfance, par exemple, tu vois, si j'avais une copine qui s'était teint les cheveux en rose, elle n'aurait pas eu le droit d'entrer au lycée. Ouais. On l'aurait pas laissé rentrer. Et je te parle pas d'un tatouage, ou je te parle pas... À 18 ans, tu te faisais faire un tatouage, tu vois, c'est parce que tu étais en prison. Enfin, c'était inconcevable. Et il y avait plein de choses comme ça. On avait absolument pas cette liberté presque identitaire, tu vois. Que l'on peigne, que l'on écrive, que l'on sculpte, qu'on se fasse un piercing, qu'on se fasse un tatouage, ou qu'on se mette, tu vois, des cheveux d'une couleur différente. Tout ça, ça s'inscrit dans un chemin qui est le fait d'essayer de trouver qui on est. Et pas nécessairement jusqu'à la fin de notre vie, parce que ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ouais. Tu vois, puisque tu es en pleine crise de la trentaine et que tu l'as avoué. Hein, tout à fait. Ce qui était très courageux de ta part. À Marc Lévy. Voilà, qu'il y a de grandes chances que tu sois très différente à 40 et à 50. Je l'espère. Je l'espère complètement. Non, parce que tu vas voir, ce qui est paradoxal, c'est qu'à 40, tu vas terriblement regretter
ta crise de la trentenaire, enfin tu vois, de la trentaine. Ah ouais? Et à 50, tu regretteras horriblement celle de la quarantaine. Et tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps à me prendre tu vois, la tête avec des trucs qui n'avaient absolument zéro importance. Et alors, je te raconte pas quand tu approches de la soixantaine. Waouh, ok. Mais on me dit que c'est mieux après. Oui, ça c'est parce que tu es entouré de menteurs. Ah ok, très bien. Ah oui, carrément. T'en as fait une de crise de la trentaine? Non, là, j'avais pas le temps. Ok. Non, je travaillais trop. Non, en fait, ce qui est mieux après, c'est que tu n'en as plus rien à faire. Ouais, c'est ça qu'on me dit aussi. Tu vois, il y a un moment, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, tu t'accroches à des trucs et tu te rends compte que c'est une perte de temps, mais colossale. Je pense qu'à partir de... D'ailleurs, c'est pas une question d'âge par rapport à tu vois, ta date de naissance, mais il y a un moment où tu te dis, oh là, j'ai plus assez de temps. Il y a un moment où tu as vraiment envie d'aller à l'essentiel. Et puis, il y a un moment de ta vie aussi où tu as joué trop de fois la scène, et donc tu te vois en train de jouer la scène, donc tu te dis, je vais pas la jouer. Tu vois, par exemple, l'engueulade. Tu vois, ou les schémas qu'on a relationnels, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ma vie, évidemment, amoureuse. Non, mais c'est des petites choses. Moi, par exemple, j'ai 3 enfants. Alors, c'est injuste ce que je vais dire, mais quand le premier renversait un verre d'eau, tu vois, alors, il a 35 aujourd'hui. Ouais. Quand le premier renversait un verre d'eau, j'avais cette réaction qu'on a tous. Hein, mais tu peux pas faire attention, fréco, il y en a partout. Ouais. Et aujourd'hui, quand il renverse un verre d'eau, comme celle qui a 8 ans, quand elle renverse un verre d'eau, comme de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, elle l'a pas fait exprès. Tu vois. C'est pas qu'elle a pris le verre d'eau, tu te dis c'est de l'eau. Pour revenir sur le sujet de ta crise de la trentaine, qui est beaucoup plus important. Franchement, sympa. Au fur et à mesure que les années passent, tu fais le tri, comment te dire, de tes tracas du quotidien ou de tes inquiétudes du quotidien ou de ce qui t'énerve et finalement, tu t'en débarrasses. Parce que tu as déjà joué la scène, tu te dis, bon, c'est bon. Ouais, ça vaut plus le coup, quoi, de se remettre là-dedans. Ouais. Je pense que il y a moyen à devenir beaucoup plus tolérant. Je te parle pas de fumer des pétards dans un champ de pâquerettes en trouvant que toutes les vaches sont belles. Bien sûr. C'est pas de ça dont ça, je parle. j'ai déjà rejoué la scène pour le coup, donc ça y est, j'arrête. Ça, c'est un truc que tu peux faire très jeune. Ouais. Tu vois, comment te dire, d'accorder moins d'importance à des choses qui n'en ont pas du tout. Ouais. Carrément. À part ça, je peux te parler de l'autre. C'est pour ça que je te disais que dans ton entourage, il y a beaucoup de menteurs. C'est qu'après, il y a un moment où tu te vois dans le miroir et tu te reconnais pas du tout. Et tu dis, mais c'est pas du tout moi, ça, en fait. C'est comme les photos de nos parents. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ton cœur, ton esprit sont figés à une époque de ta vie. Et l'enveloppe, elle vieillit, mais pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, tu le constates, tu le vois. Tu vois, donc tu es obligé de te dire, il y a toute une série de possibles qui ne le sont plus. Et puis tu vois le regard des autres. Moi, j'observe énormément et je suis tout le temps en observation et ça m'intéresse. Et quand je vois, si tu veux, s'il y a une table de trentenaires dans un bar à côté de moi, je me vois pas du tout différent d'eux. Ouais, bien sûr. Du tout. Mais eux, ils me voient très, très différent. Il y a une qui peut te dire, tu ressembles à mon père. Mais c'est un compliment, attention, ce que j'ai fait au début. Bien sûr. Mais toi, tu te vois pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais. mais moi, je me souviens, je devais avoir 40 ans, j'étais hyper jeune. J'habitais une petite chambre rue Dauphine. Et en bas de chez moi, il y avait un kiosque qui vendait des pizzas tard la nuit. Il y avait tout le temps des gens, tu vois, qui mangeaient leur pizza dehors et qui faisaient du bruit. Un jour, à minuit, j'en pouvais plus. Et je suis descendu, tu vois, pour leur dire de faire moins de bruit. Et j'ai ouvert la porte de l'immeuble, tu vois. Et puis, ils étaient 8. Et là, bon... Mais quand même, tu vois, c'est une question d'amour-propre. Ouais. Et donc, je leur ai dit, ça vous dérange pas qu'il y ait des gens qui dorment? Et ils sont retournés et ils m'ont dit, excusez-nous, monsieur. Tu peux pas imaginer l'état de déprime dans lequel je suis remonté. J'imagine. Et là, tu vas dans la salle de bain et tu fais, mais comment ça, monsieur? C'est quoi? À qui ils ont parlé? Il y a un mec derrière moi. Voilà, donc tout ça pour te dire qu'il y a un avantage à ce que les années passent, c'est que tu vis plus sereinement sur certaines choses, mais beaucoup moins sur d'autres. Ouais. Il y a un équilibre. Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Mes enfants, ça c'est sûr, ils sont super bien réussis tous les 3. C'est très prétentieux ce que je viens de te dire parce que je pense qu'ils se sont réussis tout seuls. Ils étaient équipés. Mais quand même, voilà, j'ai réussi, je crois, à être là au bon moment quand il fallait. J'ai réussi à leur dire que j'étais désolé parce que j'aurais pas dû dire ça. J'ai réussi à leur dire que je m'étais trompé. Et puis j'ai réussi à leur dire qu'ils pouvaient toujours compter sur moi et à ce qu'ils le vivent plutôt que de le savoir. Ça, je crois que j'ai réussi. Je pense que j'ai réussi à être un ami pour ceux qui ont bien voulu de moi comme ami. Waouh, ça c'est pas mal. Enfin, l'autre outil était bien, attention. Ça, je crois que j'ai réussi. Je crois que je réussis très très bien le gratin dauphinois. Ouais.
C'est une qui technique fait partie de particulière. mes grandes fiertés dans la vie. Mhm. Parce que c'est un sujet en cuisine qui est toujours polémique, parce qu'il y a énormément de recettes. Et je te parle de ça bien avant qu'il y ait 250 personnes qui t'expliquent sur Instagram Ouais. comment il faut éplucher les pommes de terre. Béchamel, pas Ouais. béchamel, ouais, Je te parle d'une tendu époque de pionnier. comme débat. Sinon, je crois que j'ai réussi. Je ne suis pas au bout encore, hein, mais je crois que j'ai réussi à ne jamais perdre pendant une seconde l'étincelle d'humanité que m'ont donné mes parents à la naissance. Et si j'arrive à la garder jusqu'au bout, j'aurais finalement réussi un truc pas mal. Magnifique. Non mais, tu sais, il suffit de très très peu de temps d'inattention pour la perdre. Oh, pour perdre cette flamme d'humanité. Pour perdre son étincelle d'humanité. Il suffit d'un tout petit moment d'inintelligence, de colère, comment te dire, ou de négligence Ouais. pour la perdre. Ok, donc toujours rester en alerte, de rester Je te humain. parle pas du tout d'être parfait. Bien sûr. Je te dis juste, je pense que l'extraordinaire pouvoir de la vie, c'est ça, en fait. Ce qu'on a, c'est cette étincelle d'humanité qu'on a. Et qui fait que quelqu'un est humain en dehors, finalement, de tout vécu, de toute condition sociale. Et puis, il y en a qui la perdent. Il y en a vraiment qui la perdent. Enfin, comme, tu vois, ceux qui perdent la considération de la vie des autres, ceux qui perdent le respect de la vie, tout court. Ouais. Mais je pense que tu peux déraper très très vite. Il y a un film qui a beaucoup marqué ma vie, qui s'appelle La Combe Lucien. C'est un film de Louis Malle. Et c'est un film qui est extraordinaire parce que c'est un film qui raconte en fait le parcours d'un jeune. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va devenir collabo. Et il aurait pu devenir résistant. Mais il va devenir collabo. C'est un film qui a été un très très grand... tu vois, quand on parle des histoires qui vous percutent, moi c'est un film qui m'a appris énormément de choses. C'est un des films qui m'a fait le plus peur au monde. Parce que tu peux pas avoir la prétention de te dire que tu pourrais pas être lui. Que ça n'aurait pas pu t'arriver. Et ça revient d'ailleurs à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que j'ai réussi, je pense, à être à côté de mes enfants ou à côté de... Parce que l'amitié c'est aussi ça. Bien sûr. L'amitié, c'est de ne pas avoir peur de te fâcher avec un ami parce que tu lui dis t'es en train de déconner. Ouais. Et je crois que c'est aussi, tu vois, qu'est-ce qui fait quand tu es dans une rame de métro et que tu as une personne qui est en difficulté, qui se fait agresser par 3 voyous, et il y a 20 personnes dans le métro et elle ne bouge pas. Et ce qui est dingue, c'est qu'il suffit qu'il y en ait une qui bouge et à ce moment-là, les autres vont bouger avec. Et c'est ça, tu vois, pour moi, l'étincelle d'humanité. Voilà, tu sais, ces petits moments où en tout cas, si tu as eu une négligence, tu t'en es conscient et surtout, tu t'en vantes pas. Tu te dis, merde, putain, là, j'ai été con, vraiment. Je me souviens, parce que je te raconte, c'était il y a très longtemps, après la mort de mon père, l'arbre qui était devant ma maison, là où je vis, est tombé. Waouh. C'est comme ça, il y a eu une tempête de neige et l'arbre est tombé. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de replanter tout de suite un arbre. Ok. Alors, bon, c'était un peu compliqué, je te fais une histoire longue, une histoire courte, parce que dans une ville, tu vois, tu peux pas planter un arbre comme dans ton jardin. Mais bon, je me suis débordé, je suis allé à la mairie, machin, j'ai demandé, machin, et puis ils m'ont dit, bon d'accord, allez, nous faites pas chier, plantez votre arbre. Donc, j'ai acheté un arbre, tu vois, qui était pas... Parce qu'en ville, si tu plantes un tout petit arbre, il a 0 chance de pousser. Ah ouais. Donc, tu vois, j'ai acheté et je plante mon arbre. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à entretenir un rapport névrotique avec cet arbre. C'est-à-dire que, tu vois, il y avait tellement pour moi une symbolique entre, tu vois, mon père, l'arbre, le machin, que dès qu'il y avait, tu vois, un camion qui se garait près de la souche de l'arbre, et un jour, il y a un chauffeur-livreur et il met un coup dans l'arbre. Ah non. Et je sors, moi qui ne m'énerve jamais, Ah ouais, t'as pété un câble. Oui. Et le type est resté très très calme et il m'a regardé en se disant ce mec est fou allié. Et il est remonté dans son camion. Et je te jure, ça m'a miné toute la journée d'avoir fait ça. Wow, Coup de bol, 2 ou 3 jours après, je revois le camion avec le mec qui faisait une livraison dans mon quartier. Ouais. Et je suis allé le voir, et pas pour m'excuser bêtement, je suis allé le voir et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, j'ai réagi comme un... Mais voilà, en fait, et je lui ai dit cet arbre, et alors je lui ai dit... Pardon, je me marre encore, et je lui dis, je suis désolé, mais en fait, cet arbre, c'est mon père. Et là, j'ai vu le mec me regarder encore plus consterné qu'il y a 2 jours, et il m'a dit, ok. Ouais. Et il est remonté dans son camion, et il s'est barré. Waouh. Voilà, c'est ces petits trucs de la vie, tu vois, où tu te... Bon, bref, j'ai été trop long. Pas du tout, j'ai adoré cette histoire. J'imagine le mec, quand il est rentré chez lui ce soir, et qu'il a dit à sa femme, tu sais que je l'ai revu, le fou. Tu vois ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que l'arbre, c'était son père. Bref, enfin voilà.
Magnifique, comprends magnifique histoire. Enfin, oui, un conteur d'histoire, hein, Marc Lévy. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Moi, je pense que c'est une bonne histoire de fin parce que. Mais très bien. Tu vois elle qu'on sent représente- quand la fin est là. Oui, exactement. On sait. Merci mille fois d'avoir partagé et cette dernière histoire et tout le reste. J'ai passé un super moment avec toi. Je sais pas si Merci, bien sûr. il a été partagé, c'est top. Bien sûr. Vraiment, je vous invite tous et toutes à lire La Symphonie des monstres, qui est également en version russe, gratuite sur Internet. Mais oui. Pour la population russe, qui évidemment Oui, il est ne- un peu censuré là-bas. ne oui. peut pas l'acheter. Voilà. Merci beaucoup, Marc Lévy. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Merci à Loreana, qui est la meilleure vidéaste du monde, qui sait tout faire et qui est trop forte. Merci à Rodrigue d'avoir produit et composé la musique. Merci à Zachary Elia pour cette cover iconique du podcast. Merci à Tom pour cette miniature complètement nimp, inspi youtubeur, alors que je ne suis pas youtubeuse, peut-être que je vais devenir youtubeuse, je ne sais pas. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.